Bien, bonjour à tous, mes chers collègues, je suis ravi d'accueillir cet après-midi Gilles Averrousse, maire de Châteauroux, président de la communauté d'agglomération de Châteauroux Métropole et nouveau président de Ville-de-France qui succède d'ailleurs à Madame Caroline Cailleux. Et puis également Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, président de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, président délégué de Ville-de-France et puis accompagné d'une partie de l'équipe. Soyez les bienvenus. Ville-de-France représente, mais vous aurez l'occasion, je pense, d'y revenir, en effet, les villes de 10 000 à 100 000 habitants, les villes de taille moyenne. Et d'ailleurs, une étude récente de France Stratégie, publiée en début d'année, montre que les villes de taille moyenne se trouvent dans des situations et sur des trajectoires très hétérogènes, mais qu'elles partagent un certain nombre quand même de préoccupations et d'enjeux communs. Et je pense qu'on y reviendra dans le cadre de nos échanges. Je pense en particulier à la question de la redynamisation, la dynamisation économique de nos villes, avec la création en 2017 de plusieurs programmes en lien avec la NCT, la Banque des Territoires et d'autres partenaires orientés vers la revitalisation des entrées de ville, des quartiers de gare, des commerces. Je pense aux opérations RT, aux actions cœur de ville. Et là-dessus, nous serons très attentifs aussi à vos retours d'expérience, vos propositions d'évolution des dispositifs. À côté des questions de dynamisme économique, je crois que vous partagez aussi des questions relatives à l'accès à l'offre de soins. Comment finalement, à travers tous les mécanismes qui sont mis en place, et notamment ceux qui figurent dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, comment voyez-vous finalement ces questions d'accès aux soins dans les villes que vous représentez se mettre en place, et comment on répond à cet enjeu de l'accès notamment aux médecins traitants et à toute la communauté de santé. Et puis un sujet sur lequel nous reviendrons nécessairement parce que c'est d'actualité. Nous avons longuement débattu dans le cadre du projet de loi de finances sur la question des finances locales et en particulier sur la meilleure manière d'accompagner les collectivités territoriales, notamment dans la crise d'inflation que nous traversons et face à l'augmentation d'un certain nombre de postes de dépenses. Je pense aux dépenses énergétiques. Vous savez que nous avions mis en place pour l'année 2022 le désormais célèbre filet de sécurité, repris dans une version un peu remaniée pour l'année 2023, du moins dans son état actuel, avec un amortisseur électricité. Donc là aussi, je pense que ça serait utile que vous nous fassiez part un peu de la manière dont vous voyez ces dispositifs répondre, je l'espère, mais si ce n'est pas le cas, c'est aussi encore le moment d'en débattre aux enjeux qui sont les vôtres face à l'augmentation des prix de l'énergie. Et puis peut-être nous dire un peu comment vous voyez votre engagement dans la transition énergétique, écologique. On sait que nous sommes face à des grands enjeux d'investissement. Il y a le fonds vert qui existe avec maintenant 2 milliards d'euros pour accompagner les collectivités territoriales. Là aussi, comment vous en saisir? Comment vous voyez finalement mettre en place cet engagement commun sur l'accélération de la transition énergétique? Voilà, j'ai balayé un peu de manière très large les thématiques qui sont les nôtres, mais n'hésitez pas à ouvrir tous les sujets que vous voudriez partager avec nous. C'est le rôle de cette délégation que d'être à l'écoute de toutes les collectivités territoriales et de toutes les associations d'élus. Donc je vous laisse la parole et puis après on organisera un temps d'échange avec mes collègues. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord de nous recevoir, de prendre le temps de nous auditionner. C'est important pour nous aussi de pouvoir échanger avec la représentation nationale, je veux dire, important plus que jamais, parce que le poids de la représentation nationale est devenu aujourd'hui essentiel. Et on sait que dans les discussions que les associations de maires pouvaient avoir peut-être de manière bilatérale par le passé avec le gouvernement, aujourd'hui, plus dans une discussion à plusieurs interlocuteurs et la représentation nationale, qu'elle soit à l'Assemblée ou au Sénat, compte beaucoup pour nous. On s'est réparti les thématiques avec Jean-François Debat. Vous avez présenté la composition des membres de Ville-de-France, c'est-à-dire des villes de 10 000 à 100 000 habitants, plutôt des villes-centres, préfectures, sous-préfectures, des villes qui ont fortement souffert par le passé de désindustrialisation, souvent de réformes de cartes administratives au gré des régionalisations un peu forcées, de regroupements d'administrations qui ont quitté nos territoires, de cartes militaires
et qui ont souffert également d'expansion géographique. Je pense notamment aux zones commerciales avec la multiplication des zones périphériques qui ont conduit à des désertifications de centre-ville avec des villes-centres qui ont perdu en population, qui ont gardé leur charge de centralité, qui, malgré le développement de l'intercommunalité et le travail à une échelle un peu supérieure à l'échelle communale, doivent aujourd'hui se battre peut-être plus que d'autres pour regagner en attractivité. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, et vous avez cité à juste titre le dispositif Action Cœur de Ville, un dispositif dans lequel Ville-de-France a été vraiment un acteur majeur, premier. C'est aujourd'hui la seule association d'élus d'ailleurs à participer au comité des financeurs, aux côtés d'Action Logement, de l'Agence nationale de l'habitat et de la Banque des territoires. Voilà, notre raison d'être, nous, c'est d'être plutôt dans l'opérationnel. On est vraiment sur une volonté de travailler avec l'Assemblée, enfin la représentation nationale, mais bien évidemment au premier rang le gouvernement, pour la mise en place de dispositifs qui nous permettent de rectifier les trajectoires négatives dans lesquelles on peut être inscrit. Une nouvelle évolution, puisque certainement accélérée par la crise sanitaire, mais je pense que la révolution était déjà en marche avant. C'est un nouvel attrait pour ces villes moyennes, une nouvelle attention, peut-être une qualité de vie qu'on estime supérieure sur nos territoires que celle qu'on peut trouver dans les grandes métropoles. Et donc une nécessité pour nous de travailler à l'accueil de populations qui ont été habituées peut-être à un niveau de service plus élevé que ceux qu'on a, et puis à mettre en place une batterie de dispositifs pour nos populations. Sur les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, dans le développement d'actions cœur de ville, on a les questions de l'enseignement supérieur, parce que souvent le défi pour nos territoires, c'est celui de garder nos jeunes, en fait, d'éviter qu'ils partent dans les grands pôles universitaires, puisque après on sait qu'ils vont y développer des relations familiales, des relations professionnelles, qu'on va peiner à les récupérer sur notre territoire. Et si on veut accompagner nos entreprises, au sens large, on peut y inclure les administrations dans leur recherche de main-d'œuvre qualifiée, il faut absolument qu'on amène au plus proche des territoires l'enseignement supérieur, au moins des premières années après le bac. Et c'est vrai, je pense, dans les thématiques qui seront abordées par Jean-François Debat tout à l'heure, liées à la santé aussi. Et je crois que si on veut aujourd'hui augmenter le nombre de jeunes inscrits dans des cursus qui correspondent à nos besoins, que ce soit ceux du numérique, que ce soit ceux justement des professions médicales et paramédicales, il faut qu'on rapproche les lieux d'enseignement de nos villes moyennes. Et le développement de l'enseignement supérieur, en partenariat bien évidemment avec les grandes universités, parce qu'on ne peut pas faire autrement, doit être une des priorités des politiques publiques dans les années à venir. Sur les questions liées au numérique, à la téléphonie et au très haut débit. On focalise un peu sur le très haut débit, à juste titre, parce que c'est des chantiers importants qui occupent tant les zones rurales que les zones urbaines, avec la difficulté pour les villes comme les nôtres, pour les opérateurs, de se rapprocher du 100% FTTH. On est généralement, si je prends le cas de Châteauroux, aujourd'hui à 92%, avec un déploiement par Orange en zone AMI. Et on voit bien la difficulté de l'opérateur à faire les raccordements suivants. Beaucoup de problèmes de qualité, les relations avec les sous-traitants, les sous-traitants des sous-traitants. Et pour nos populations, un discours de l'autorité publique qui n'est pas audible, puisqu'on leur dit des choses qui sont remises en cause dans les mois qui viennent. Ce qu'on leur a dit, c'est qu'au début, quand on a commencé le déploiement, en gros, on leur disait fin 2019, 31 décembre, ce sera terminé, ou fin 2020, en fonction des territoires. Et après, les derniers, on sait qu'on ne sera pas à 100%, même si au début on leur a dit que ce serait du 100%. On leur a dit que ce ne sera pas 100%, mais les derniers sera raccordement à la demande. C'est-à-dire qu'il suffira que vous demandiez votre raccordement, pour que l'opérateur, dans un délai de 6 mois, vous fasse le raccordement. Si vous ne le demandez pas, il ne sera pas obligé de vous le raccorder. En pratique, ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. C'est qu'on n'a toujours pas cette date butoir qui permet de déclencher le raccordement à la demande, et que... Quand on discute avec l'ARCEP, c'était le cas pour moi la semaine dernière avec Laure de la Raudière, on nous dit, mais même quand il sera déclenché, le raccordement à la demande, il n'y a pas de délai, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à notre
citoyen, à notre famille concernée ou à notre entreprise, ce sera 6 mois après que vous ayez formalisé votre demande, que vous aurez au maximum votre accordement. Là, il y a un vrai sujet parce que du coup, on a un discours qui n'est pas clair, qui n'est pas audible pour la population, qui a l'impression qu'on la balade. En plus, les opérateurs souvent disent ah bah si vous n'êtes pas raccordé, même si c'est en zone AMI, faut aller voir votre mairie, c'est elle qui va gérer ça, alors qu'on est sous monopole Orange en ce qui nous concerne. Donc il y a une vraie question et il y a urgence à fixer des règles du jeu claires. Il y a urgence à le faire rapidement, mais je dirais même si on sait bien qu'on ne va pas tout faire en quelques mois, il faut que les règles du jeu soient claires et qu'on puisse expliquer à nos concitoyens dans quelle est la perspective et comment ça fonctionne et à quel horizon ils peuvent espérer avoir leur desserte très haut débit. Sur la téléphonie mobile, il y a eu la question de la 5G dans nos villes, le déploiement qui a pu être source d'interrogation. Aujourd'hui, on sent que c'est plus vraiment une préoccupation. On n'a pas de demande de la population, d'inquiétude très forte par rapport au déploiement du réseau de 5G, de téléphonie 5G. Donc la situation, elle n'est pas problématique à ce niveau-là aujourd'hui. Elle est problématique sur la dégradation de la desserte en téléphonie mobile. C'est-à-dire que le New Deal a eu pour effet bénéfique de résorber une partie des zones blanches. Simplement, on s'aperçoit que les nouveaux pylônes qui sont installés ne sont pas les mêmes que les précédents. Ils sont souvent plus bas pour des questions d'intégration dans le paysage. Et ils n'ont pas la même portée et la même efficacité que les précédents. On a alerté le ministre Barrot ce matin sur ce sujet. Ça, c'est vraiment une expérience que, je vous répète, d'une réunion tenue en préfecture dans mon département il y a 3 semaines. Un discours tenu pas par les élus, par l'État et la région, qui admettent qu'effectivement, il y a un problème de puissance et du coup de couverture différente avec les nouveaux pylônes que ce qu'on pouvait avoir par le passé. Et où là, quand on a fait les études il y a 4-5 ans pour définir le besoin, le New Deal et la zone de couverture, on a sous-dimensionné en fait le nombre de pylônes à rajouter. Et il y a un vrai problème. Je pense qu'il faut refaire les mesures concrètement pour vérifier quelle est aujourd'hui la qualité de la desserte parce qu'elle est inférieure à ce qu'on imagine et on programme des investissements à partir de données qui sont, à mon sens, pas toujours fiables, voire même pas souvent fiables. Alors il y a la hausse des usages aussi qui fait qu'on tire plus sur l'antenne et qu'elle peine peut-être plus à répondre, mais je vous encourage à vérifier. Je pense que pour une bonne partie d'entre vous, quand vous rentrez dans vos circonscriptions, vous pouvez vous en rendre compte, la stabilité des liaisons téléphoniques a tendance à plutôt se dégrader et pas à augmenter. Et sur beaucoup d'axes routiers, on peine à tenir une conversation complète. Et ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Donc je crois que le New Deal, aujourd'hui, il faut l'avoir en tête. Il ne faut pas lâcher l'investissement là-dessus parce qu'on ne fait pas aujourd'hui avec les nouveaux pylônes ce qu'on faisait avec les anciens. Je reviens juste quelques secondes sur Action Cœur de Ville parce qu'on est à la fin de la CV1 et on va attaquer la CV2 qui doit être annoncée dans quelques jours avec une extension à des nouveaux secteurs d'activité. Je pense aux quartiers-gares ou aux entrées de ville qui vont être intégrés dans le nouveau dispositif. Donc là aussi, nous, ce qu'on souhaite dire par rapport à ce dispositif, et ça peut aller peut-être à l'encontre de ce qu'on a pu lire dans certains rapports et certaines conclusions. On pense que le dispositif Action Cœur de Ville a été très bénéfique. La première vertu qu'il a eue, c'était de mettre autour de la table toutes celles et ceux qui peuvent apporter une réponse, que ce soit dans le logement, que ce soit dans le financement, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'aménagement urbain. C'est un peu la même manière de travailler que ce qu'on avait dans la politique des quartiers prioritaires, enfin de renouvellement urbain, dispositif en rue, où on a mis autour de la table les financeurs et les acteurs. Donc nous, on est vraiment satisfait de la situation et de l'impact bénéfique sur nos territoires. Mais en matière de commerce, parce que souvent sur les centres-villes, on focalise un peu sur le commerce, même sur les questions de logement, de relocalisation, d'activité économique, il n'y a pas que le commerce qui compte pour redynamiser un centre-ville. Mais le commerce est quand même évidemment un indicateur et c'est celui qu'on voit le plus pour nos concitoyens. Les choses ne sont pas gagnées aujourd'hui. C'est-à-dire même si on a pu réduire un peu nos taux de vacances, ça reste très fragile. Le commerce de centre-ville reste très fragile. Pour ceux qui ont les instruments de mesure, on l'a notamment par une société qui s'appelle MyTraffic, où en suivant la présence de téléphones mobiles dans le centre-ville, on a une idée de la fréquentation du centre-ville. On n'a aujourd'hui pas retrouvé notre niveau de fréquentation d'avant Covid. Et on est à quelquefois 9, 10, voire plus % de moins en fréquentation.
Alors ça ne veut pas dire que le panier moyen et le niveau de consommation il est d'autant moins, parce qu'il peut y avoir des déplacements moins fréquents et des achats plus forts, mais quand on fait le suivi en périphérie, on n'a pas les mêmes indicateurs. C'est-à-dire que la périphérie, elle a retrouvé son niveau de consommation, même elle est même au-delà, on est généralement à plus 6, plus 7, nous en périphérie, et on est à moins 10 en gros en centre-ville. C'est un vrai souci. Quand on interroge nos commerçants, là, ils nous disent que ces derniers jours, avec toutes les annonces sur les difficultés énergétiques, sur la hausse des prix, les gens économisent un peu là, et dépensent moins. Et moi, mes commerçants me disent on a de la trésorerie pour tenir jusqu'au 10-15 janvier. Après, on n'est pas sûr, et pas parmi les plus fragiles, hein, parmi les historiquement les mieux implantés, on va dire. Donc il y a une vraie inquiétude pour nous là-dessus, sur la pérennité du commerce. Moi, je crains vraiment les mois qui viennent. Les années passées ne sont pas du tout significatives, parce qu'avec les PGE, on a maintenu artificiellement un certain nombre d'activités. Mais sur ces domaines-là qui sont très concurrencés, la périphérie, on en a parlé, mais surtout par le développement du e-commerce, qui continue malgré tout à impacter fortement la consommation, il y a une vraie inquiétude. Je crois qu'il y a vraiment une vigilance à avoir là-dessus, parce que derrière, c'est aussi pour nous du dynamisme, donc de l'activité, de l'attractivité, des ressources fiscales également. Ça va être un sujet tout à l'heure. Et quand les associations d'élus sont montées au créneau ces dernières semaines pour demander le report de la réforme des bases commerciales, c'était aussi et surtout pour ça. Parce que quand on s'aperçoit que nos commerces de centre-ville vont être surtaxés, à l'inverse de ce qu'on peut constater sur les grandes surfaces, il y a un sujet qui est inexplicable, incompréhensible et inacceptable, tant pour les élus que pour les commerçants. Voilà, il faut vraiment qu'on soit très attentif à ça, parce que cette case du commerce, si elle intervenait, elle aurait des conséquences directes et indirectes assez difficiles pour nos territoires. Pour ne pas être dans un monologue, je vais passer la parole à Jean-François Debat, peut-être pour les questions de fiscalité et de santé que vous aviez évoquées. Avec votre permission, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, après Gilles et en complément, merci de nous accueillir. Pour ne pas être dans une succession de monopoles, je tâcherai d'être succinct et surtout d'ouvrir des portes qui permettront d'aborder des sujets en réponse aux questions que vous aurez ou au sujet que vous voudrez vous-même aborder. Dire que, d'abord en préambule, Gilles l'a dit, vous l'avez dit, nous représentons les villes moyennes, mais nous représentons les villes moyennes et leurs agglomérations. La plupart d'entre nous sommes présidents, et si nous ne sommes pas présidents, nous sommes vice-présidents de nos communautés d'agglomération, dans l'immense majorité des cas, ou de très grosses communautés de communes à l'échelle de bassins de vie qui peuvent aller de 50 000 à 150 000, 150 000 pour ma part. La communauté d'agglomération, c'est 140 000. Voilà, entre 80 et 150, c'est vraiment le ciblage sur des villes, comme l'a dit Gilles, préfecture moyenne ou sous-préfecture. Les dimensions enfin, les villes qui sont plutôt périurbaines et dans des logiques périurbaines étant en général moins concernées, même si certaines sont membres de notre fédération de villes. Si je vous dis cela, c'est parce que nous considérons, nous, maires, présidents d'agglomération ou vice-présidents d'agglomération, qu'il n'y a pas de différence structurelle entre le bloc, au sein du bloc communal, entre les villes et les intercos. Je le dis parce que, et donc nous considérons que nous sommes dans un prolongement, une organisation intercommunale composée d'élus, et que nous ne sommes pas favorables à ce que revienne un débat sur l'émergence d'une strate spécifique de collectivités qui seraient les intercommunalités. Et nous estimons être aussi représentatifs, voire davantage, je dirais, sur ces questions, de ce que pensent nos territoires. Je le dis parce que ça n'était plus un sujet et ça semble être dans certains discours qui n'émanent ni de la majorité, ni d'ailleurs de parlementaires, ni d'exécutifs, mais pouvoir l'être, et nous ne le souhaitons pas. On perdrait beaucoup de temps et d'énergie à ouvrir un sujet de cette nature. Nous ne sommes pas demandeurs d'un grand boom de loi de réorganisation territoriale. Décentralisation est un autre sujet. Nous sommes demandeurs, comme nous l'étions sous le gouvernement précédent avec Jacqueline Gourault, ça n'a pas été tout à fait possible quand même avec la loi 4DS, de déverrouillage ponctuel dans l'organisation de nos compétences, pour avoir davantage de souplesse dans les modalités d'exercice et d'intérêt communautaire, mais nous ne sommes pas favorables à un Big Bang qui n'aurait aucun intérêt. Je le dis en préambule, on avait un peu évoqué, ça fait partie des points que
je souhaitais évoquer. Deuxième sujet, et il y en a deux qui sont liés. Vous avez parlé de la transition écologique, du moins de la part des politiques de transition écologique qui reviennent aux collectivités du bloc local, c'est-à-dire pas tout, mais une partie, et qui reposent largement sur de l'investissement ou sur de nouveaux services. Si aujourd'hui je vais vous parler là des sujets financiers, c'est parce que l'impact, c'est pas seulement nos budgets, la conséquence, c'est la capacité à financer les investissements dans la transition, dans les politiques de transition au sens large, dans les 3 ans qui viennent, donc en réalité sur le mandat, et si j'extrapole, sur les 2 tiers du quinquennat. Donc l'enjeu de ce que je vais vous dire là sur les sujets financiers, qui est notre position, ça n'est pas un enjeu d'élus qui disent mon budget, je ne sais pas comment je vais boucler, etc. L'enjeu, c'est l'impact sur l'investissement qui sera mécanique et violent si on en reste à l'état actuel de ce qui est envisagé dans le PLF 2023. L'évolution de la situation financière de nos collectivités n'arrive pas dans ça ne survient pas dans un ciel absolument sans nuages et sans perturbations. Nous avons perdu la TH et pour nos villes une partie de la dynamique de TH, parce que la compensation se fait, mais avec les modalités du COCO, nous avons perdu. Moi, je suis dans une ville qui a perdu de la dynamique de recettes de TH avec la suppression de la TH, tout simplement parce que comme je perçois moins de foncier bâti du département que je n'avais auparavant de TH, le coefficient correcteur est moins favorable que l'évolution spontanée des bases. Donc nous avions déjà perdu. Deuxièmement, il y a quelques années, on l'avait dit au gouvernement précédent, sous le gouvernement Hollande, nous avons perdu beaucoup. Nous avons fait des économies, nous avons enlevé des postes, nous avons raclé tout ce qu'on pouvait racler. Aujourd'hui, les collectivités, ce qui arrive aujourd'hui, dont le gouvernement n'est pas responsable en tant que tel, ce qui arrive là maintenant, ne survient pas dans un monde dans lequel les collectivités, qui avaient assaini leur situation, c'est ce que dit la Cour des comptes fin 2021, ne survient pas dans un monde dans lequel il y a du gras et dans lequel on peut absorber les chocs tels que nous absorbons aujourd'hui sans conséquence. Peut-être le mieux, c'est de préciser quel est l'impact sur, je prends ce que je connais le mieux, ma ville et ma communauté d'agglomération, mais c'est représentatif, parce que nous avons longuement discuté de ces sujets avec nos collègues. Je vais prendre les chiffres sur ma ville pour illustrer ce qui se passe entre 2021 et 2023, avec 2022 au milieu. Entre 2021 et 2023, le bloc des charges de personnel va augmenter dans ma ville de 4 millions d'euros, c'est-à-dire de quasiment 11%. Pourquoi ? Parce qu'il y a le GVT, qui existe, qui représente environ 8 à 900 000 euros par an. Il y a les mesures que nous avions prises et que beaucoup de maires avaient prises. Dans le cadre du blocage du point d'indice, nous avions négocié des mesures indemnitaires avec nos agents. C'était la seule manière de pouvoir avoir pour eux des évolutions de rémunération pour à peu près 500 000 euros. Nous avons des mesures nationales de revalorisation des carrières d'un certain nombre d'agents qui ont des applications pour environ 1 million d'euros. Et nous avons l'évolution du point d'indice pour environ 1 million d'euros. Le résultat des courses, c'est 4 millions en 2 ans. C'est 11%. Alors, tout le monde n'est pas à 11. Certaines sont à 8, parce qu'il y avait moins de mesures locales. Mais c'est à effectif constant. Or, ça veut dire que par rapport à une évolution normale de 2 années, j'ai 4 millions de plus, là où normalement il devrait y avoir à peu près 2. Donc il y a 2 millions. Mais ces 2 millions, ce n'est pas 2 millions en 2023. C'est 2 millions de base en 2023, en 2024, en 2025, en 2026. Toutes choses égales par ailleurs, c'est donc 2 millions de diminution de l'épargne brute, c'est-à-dire 2 millions qui ne viendront pas financer l'autofinancement des investissements. Sur 2022 et 2023, nous subissons aussi les conséquences de l'évolution de l'énergie. Je reprends encore ma commune, et encore une fois, nous n'avons pas tous exactement la même structure sur nos coûts, parce que certaines étaient un peu protégées sur l'électricité par les contrats passés, d'autres un peu plus sur le gaz, mais au total, celles qui ne l'étaient pas sur l'électricité le sont sur le gaz et inversement, et donc ces chiffres, ils sont globalement en valeur, en pourcentage, ils sont globalement constatés dans l'ensemble des villes de notre réseau, et d'ailleurs, j'étais à France-Urbaine hier, et dans des villes plus petites, c'est globalement pareil. 2021, énergie, 1,5 million d'euros, hors essence, uniquement gaz et électricité. 2023, 3,5 millions.
Et la question de savoir quel va être le bouclier, l'impact du bouclier annoncé par la Première ministre sur l'électricité, etc., est extrêmement variable. On l'a évalué peut-être à 200 ou 300 000 euros. À supposer même que ça soit 500. À supposer même que ça soit 500. Ça ne fera jamais qu'au lieu d'avoir plus de 2 millions, ça sera plus 1,5 million. Et ce qui est presque normal, parce que l'État ne peut pas tout compenser comme cela. Du moins par les mécanismes tels qu'ils sont faits aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que et quant aux mesures prises cette année, 2022, pour nous, c'est, allez, peanuts. Parce que la plupart des modalités de ciblage faisaient qu'en réalité, c'est plutôt les plus petites communes qui sont concernées. Si nous le sommes de manière extrêmement marginale et en réalité avec des critères qui ne sont encore pas tout à fait fixés. Mais comme on ajustera les critères par rapport au montant qui a été décidé, de toute façon, à la fin, nous serons marginalement compensés en 2022, et de manière assez injuste, puisqu'en réalité, le mécanisme qui a été adopté, qui était de bonne facture à l'origine, l'objectif, il a été porté par des parlementaires, dont certains sont dans cette salle, sa finalité était bonne, et même les modalités de calcul, de prise en compte étaient bonnes, sauf qu'il est aussi binaire, c'est oui ou c'est non. C'est-à-dire que si vous êtes dans les critères, en théorie, c'est l'intégralité de l'aide de l'État, et si vous êtes juste en dessous, en théorie, c'est 0. Donc, partant de ce principe qui était bon dans sa philosophie, bon dans ses principes de réalisation, mais qui est limité par son impact financier, nous, en 2022, nous aurons peu d'impact. Tout ceci veut dire qu'à la fin, nous avons besoin que l'évolution de nos recettes soit suffisamment puissante pour venir équilibrer structurellement l'évolution liée au RH et au moins pendant la durée de la crise énergétique, le plus haut possible l'évolution liée à l'énergie. Et aujourd'hui, je suis navré de vous dire que nous ne sommes pas en public, enfin on est en public, mais le compte n'y est pas. D'abord, nous devons avoir la garantie que l'évolution l'évolution des bases ne sera pas remise en cause. Il y a eu un mauvais débat inquiétant sur le sujet qui est venu contredire ce que les ministres nous avaient dit pendant tout l'été. Donc je le dis ici, il est essentiel que l'évolution des bases au niveau de l'inflation, dont on connaît tous les impacts sur nos concitoyens, bien sûr, ne soit pas remise en cause. Parce que si on change le thermomètre parce qu'il ne nous convient plus, ça pose quand même un problème de visibilité, parce que qu'est-ce qui nous garantit que l'année prochaine, on n'ajustera pas de nouveau ce système a été mis en œuvre par le Parlement, justement pour sortir de la négociation annuelle que les collectivités avaient depuis des décennies avec Bercy, tous les ans sur l'évaluation des bases. Donc il est pour nous essentiel que cette part du contrat soit tenue et ne soit pas rediscutée. Le deuxième élément, nous nous battons sur la DGF. Pourquoi ? Nous battons sur la DGF parce que ça n'est pas un cadeau, mais une compensation de charges et donc un dû, et que son évolution en fonction de l'inflation, je vous avais noté que je n'ai pas dit son indexation pure et simple, mais que son évolution en fonction de l'inflation est la seule manière de faire en sorte que l'évolution des recettes soit, pour partie au moins, pérenne, et qu'elle devienne une forme de base. De la même manière que nos dépenses de RH deviennent une forme de base de dépenses, il faut qu'une partie de nos recettes devienne une base de recettes si nous voulons pouvoir continuer nos capacités d'investissement. Reste derrière la question, puisque ce qui a été voté est à ce jour et qui est dans le projet de loi finance est à la fois, nous prenons ce qu'il y a, mais il n'est pas à la hauteur. Il reste la question du bouclier tarifaire qui aura des impacts, comme je l'ai indiqué, qui peuvent être intéressants et qui le seront à l'évidence, mais enfin qui ne sont pas aujourd'hui suffisants. Nous avons porté, et c'était d'ailleurs même le cas avant le changement de présidence, nous avons porté la proposition d'un contrat entre nos collectivités et l'État sur, d'une part, vous compensez davantage les charges énergétiques, le temps qu'elles reviennent à un niveau, pas forcément le niveau ex-ante, personne n'est fou, mais à un niveau absorbable. En contrepartie, nous mettons dans la balance le maintien des investissements en matière de transition, notamment de transition, au niveau que nous avions prévu. Nos PPI sont connus, peuvent être discutés, et nous maintenons ce niveau d'investissement. Parce que nous sommes tous en train, là, aujourd'hui, de faire nos comptes.
Très clairement, la dette de ma ville était de 56 millions d'euros quand j'ai été élu, il y a une douzaine d'années. Elle est descendue à 36. Elle peut remonter à 45, mais elle ne peut pas remonter à 55. Si, toute chose égale par ailleurs, dans les 2 années qui viennent, si j'investis comme c'était prévu, j'augmente ma dette de 7 millions. Voilà. Ben, ça, on ne va pas le faire longtemps. Donc nous sommes tous en train de commencer à regarder comment on peut décaler tel projet, comment, au lieu de faire la rénovation thermique de toutes les écoles d'ici la fin du mandat, et c'est le cas on en fait 2 qu'on repousse plus tard, comment les achats de bus pour nos communautés d'agglomération, électriques, on les étale sur 2 mandats complets plutôt que de les étaler sur 8 ans, et donc on en fait moins. Donc au total, nous sommes tous en train de regarder comment il est possible de décaler des investissements. Or, les investissements de nos villes et de nos communautés d'agglomération sont largement des investissements de transition, d'une manière très, très globale et très générale, ou des investissements en lien avec les politiques publiques de l'environnement, que ce soit les déchets, que ce soit l'assainissement, le cycle de l'eau, que ce soit les mobilités, que ce soit les énergies renouvelables. Donc, sur tous ces sujets, notre message, il est clair. Au-delà, quels que soient les efforts qui aient pu être faits par ailleurs, ils ne sont pas de nature à empêcher une baisse de 20 à 25% minimum de l'investissement l'année prochaine, avec répercussion en 2024. Ils ne sont pas de nature. D'autant plus que par ailleurs, au moment où il n'y a pas d'argent, l'État va ajouter 10 milliards de déficit en supprimant la CVAE, qui était la principale ressource économique de nos communautés d'agglomération. Il y a de l'argent pour quelque chose, il n'y en a pas pour d'autres sujets. On ne peut pas ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne peut pas nous opposer à nous que nous serions trop gourmands, quand par ailleurs l'État décide de lui-même de se priver de recettes et de grever le déficit public. Sur ce sujet-là, notre position est toujours de dire que cette réforme est inappropriée. Elle est certes dans le pouvoir du Parlement, et que les circonstances qui avaient conduit à sa proposition à l'époque ont suffisamment changé pour qu'elle puisse être rediscutée sans remettre en cause la légitimité du président de la République élu. J'ai quasiment fini ce que je voulais vous dire sur les sujets de transition. J'évoquerai, alors, soit on les évoque maintenant, soit on les évoque après, les questions de l'importance des sujets de démographie médicale et d'hôpital. Soit je les évoque ici, soit on l'évoquera à l'occasion des questions. Monsieur le Président, alors, voilà. Donc, je dis simplement, on évoquait la question de l'attractivité de nos villes, et notamment des conditions qui permettent d'être également des recours pour la partie. Nous sommes des espaces de transition entre la population urbaine, périurbaine et rurale, et les lieux de production de services publics et privés pour la population rurale en particulier, qu'elle soit d'ailleurs des urbains qui vivent à la campagne, ou qu'elle soit de vrais ruraux. Il est essentiel qu'au-delà des sujets qu'a évoqué Gilles, qui sont des sujets de mobilité, des sujets d'enseignement supérieur, des sujets de services, de fibres, de téléphonie, etc. Aujourd'hui, les déserts médicaux, c'est partout dans nos villes. Et un des principaux, les freins, moi je ne fais jamais l'opposition avec les métropoles, il y a une différence de situation entre les métropoles et nos villes moyennes. C'est que le conjoint du médecin ou de la médecin est en général un cadre supérieur. Et le deuxième emploi du médecin ou de la médecin est beaucoup plus difficile à trouver, du moins de leur point de vue, dans nos agglomérations moyennes, quel que soit par ailleurs leur dynamisme. Les enjeux de démographie médicale sont aujourd'hui extrêmement pénalisants pour tous les nouveaux arrivants sur le territoire, quel que soit leur âge. Les jeunes étudiants, pas de médecin référent. Les jeunes filles. Je suis intervenu pour qu'une jeune fille puisse avoir un accès à des examens gynécologiques de base à son âge. Impossible de les trouver. Pour des actifs, pour des retraités ou des jeunes retraités qui déménagent. Ce sujet, il est majeur, et la question qui se pose, c'est les outils qui sont mis en œuvre. Frédéric Valletoux, qui siège maintenant sur les bancs de l'Assemblée nationale, en tant qu'ancien président en tant que président de la Fédération hospitalière de France, plaidait, et nous plaidons avec lui, sur le fait qu'on ne peut pas en rester à la liberté d'installation complète et totale. On ne peut pas ne pas rappeler à un moment donné qu'en période de pénurie, celui qui paye décide un petit peu. Et qu'il y a des secteurs dans lesquels aujourd'hui, il serait pertinent de ne plus autoriser d'installation. Je ne parle pas d'assigner à résidence des médecins, je dis que des secteurs dans lesquels, quand on est en surnuméraire quelque part, c'est 20% du territoire qui est en surnuméraire.
il ne serait pas aberrant de décider qu'à un moment donné, il n'est plus possible d'y être conventionné si on vient s'y installer, parce que la sécurité sociale n'a pas besoin de vous à cet endroit-là. Elle ne vous dit pas où vous allez, mais elle vous suggère d'aller ailleurs. Ce sujet devient majeur, il déséquilibre nos hôpitaux, parce que les urgentistes partent pour exercer en libéral à côté des métiers d'urgentiste, parce que le report sur l'hôpital de l'absence de médecins généralistes engorge les urgences et dégrade les conditions d'accueil à l'hôpital, dégrade l'image de l'hôpital et créera des incidents, voire des accidents de non prise en charge. Donc nous sommes là sur un sujet qui est extrêmement lourd et sur lequel nous souhaitons pouvoir travailler avec l'État et avec la représentation nationale dans les mois qui viennent. Bien, merci messieurs pour ce vaste panorama et cette présentation un peu de vos enjeux. Avant de laisser la parole à mes collègues, je voulais quand même réagir peut-être sur deux, trois sujets qui étaient par ailleurs des sujets d'interrogation que je voulais partager avec vous. On a eu l'audition de la Cour des comptes ce matin, notamment le fascicule numéro 2 pour les amateurs, qui revenait sur la question du fait communautaire, des intercommunalités, qui posait effectivement cette question-là, c'est-à-dire comment l'approfondir, faut-il demain trouver une manière de le renforcer par une évolution institutionnelle. Bon, vous nous avez donné votre réponse très claire, très nette, mais se pose quand même la question de comment est-ce qu'on renforce, c'est au moins la question qui nous est posée par la Cour des comptes, comment on renforce le projet communautaire. Et je pense qu'on aura à se saisir, on a prévu de le faire au sein de cette délégation, des questions intercommunalité et métropole. Je voudrais insister sur un sujet quand même, sur lequel je trouve que la situation est peut-être pas aussi claire, enfin, du moins de mon côté, sur l'investissement public local. Parce qu'à la fois, on entend bien vos craintes en disant, et là vous annoncez, vous êtes les premiers, je trouve, enfin, je ne sais pas, moi je n'avais pas encore vu de chiffres en disant on risque à abattre 20 à 25% de l'investissement. Et quand on sait l'impact économique d'une part et d'autre part, l'enjeu majeur pour réussir la transition écologique, ce serait une très mauvaise nouvelle. Donc ma question, c'est au fond, quand on regarde aussi, on avait ce débat avec la Cour des comptes, la situation, la trésorerie disponible des collectivités n'a jamais été aussi importante. Elle n'a cessé de progresser ces 15 dernières années. Et d'autre part, il y a des investissements qui sont bons pour de la dette. Rénover une école, faire de la rénovation énergétique, c'est de la bonne gestion que d'investir sur des prêts à 20, 25 ans, 30 ans. Il y a des prêts disponibles par la Banque des Territoires. Comment vous voyez quand même, je ne reviens pas, on aura l'occasion d'y revenir sur bouclier énergétique, PLF22, mais quand même, pour engager des investissements majeurs, quels sont les freins à lever sur l'investissement public local ? Est-ce qu'on est une gestion court-termiste, y compris dans les indicateurs financiers qui sont retenus, je pense notamment au nombre d'années de désendettement que l'on impose aux collectivités, alors qu'en face, on a des investissements très long terme à réaliser? Est-ce qu'il faut poser cette question-là? Donc, comment vous voyez le déverrouillage de l'investissement public local dans un contexte par ailleurs que vous annoncez comme étant difficile pour lui? Et enfin, vous redire que cette majorité a encore une fois, c'était pas plus tard qu'hier, repoussé un amendement porté par des oppositions pour plafonner l'évolution des bases. Donc je veux dire, on tient notre engagement depuis le début, même si on sait très bien comment ça va pouvoir se passer sur le terrain. C'est que peut-être que certains contribuables se retourneront peut-être vers les députés en disant comment ça se fait que la taxe foncière, mais ça on fait confiance aux élus, à leurs associations pour rappeler qu'en pleine responsabilité ils ont fait le choix de l'évolution de la taxe foncière, mais on respecte cette recette dynamique. Je pense que c'est très important. Ça avait été souhaité par les parlementaires d'avoir une règle automatique pour éviter cette renégociation annuelle, et je crois qu'il faut l'intégrer aussi dans l'évolution, l'appréciation de la situation globale des collectivités. Et puis vous dire qu'on aura, moi j'ai invité Olivier Grégoire à venir échanger avec nous, parce que la question du commerce et territoire, elle est fondamentale. Et la situation que vous décriviez sur les commerces de proximité des villes moyennes, comme des grandes villes d'ailleurs, elle est extrêmement préoccupante. C'est pour ça qu'on a décalé la révision, vous avez raison, des valeurs locatives, très sensibles à remonter des uns et des autres. Et je crois qu'on aura l'occasion de se saisir de ce sujet-là. Voilà, je suis déjà un peu trop long. Je vais passer la parole à mes collègues en commençant par David Valence. Je vois pas. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les maires, je vais vous saluer comme ça. Je voulais d'abord féliciter Gilles Averrousse de son élection le 14 septembre dernier à la présidence de Ville-de-France et dire que cette association, dans le paysage des associations de collectivités territoriales, elle a une singularité, elle a vraiment contribué
à ce qu'un objet politique qui n'était pas forcément identifié, celui des villes moyennes ou de taille intermédiaire, moi ça ne me gêne pas d'utiliser ce vocable, soit identifié et de faire comprendre que ça avait été finalement peut-être un des principaux angles morts de l'aménagement du territoire dans les décennies qui se sont écoulées. Or, la spécificité du territoire français, c'est qu'il est semé de villes moyennes, notamment quand on fait la comparaison avec nos voisins italiens ou allemands, par exemple, ou belges. Juste pour revenir sur le sujet de l'investissement public, parce que le président l'a dit, c'est une de nos préoccupations dans toutes les auditions qu'on vient de conduire avec les associations d'élus. Moi, j'ai une autre explication qui est aussi que psychologiquement, la plus forte, d'ailleurs la Cour des comptes le dit, même si j'étais pas là ce matin, la plus forte dépendance des recettes des collectivités territoriales au cycle économique fait que y a une forme de frilosité quand on évalue la situation politique nationale. Je m'explique. On avait des intercommunalités dont la dynamique fiscale était assise sur une dynamique économique locale. On a toujours tendance à être plus optimiste sur l'avenir de son territoire que sur l'avenir de la nation. Et cette dimension aujourd'hui de frilosité qui est liée à l'état d'esprit général, moi je la ressens très fort quand je discute avec des maires de villes moyennes, même si pour le moment de ces discussions, je ne vois pas de ralentissement, en tout cas dans les débats d'orientation budgétaire qui vont s'ouvrir là et qui sont en train de se passer jusqu'à la fin de cette année et début de l'année prochaine, forcément de ralentissement de cet investissement. Donc, est-ce que vous pourriez tout simplement, pour compléter ce que disait le président, essayer de nourrir cette évaluation de 20 à 25% que vous avez fournie? Parce qu'évidemment, on ne la voit pas avec scepticisme, hein, je le dis tout de suite, mais évidemment pour nous, qui sommes en capacité de faire des propositions, ce serait un sujet de préoccupation majeure et ça demanderait une réponse. Et puis, un sujet beaucoup plus ponctuel sur les gares. La plupart des villes moyennes sont desservies par le train, en tout cas beaucoup le sont. Les gares ferroviaires, je m'entends. On a bien sûr une évolution de la distribution, des usages de ces gares. Et aujourd'hui, un modèle économique de gare à connexion qui est tout à fait inadapté, beaucoup le savent. Beaucoup plaident dans le monde des transports pour une évolution de la gouvernance des gares, qui est assez compliquée. Par exemple, sur le modèle de ce qui s'est passé en Allemagne il y a déjà pas mal d'années et qui a permis effectivement de les redynamiser. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, tout simplement. Merci. Bertrand Sort. Merci, Monsieur le Président. Donc Bertrand Sort, député Renaissance du département de la Manche et ancien maire d'une commune de 4000 habitants qui s'appelle Saint-Père-sur-Mer. Voilà, nous avons entendu dans vos propos, et comme lors de nos nombreuses rencontres les uns et les autres sur nos territoires avec les élus locaux, des inquiétudes fortes face à l'inflation, face au coût croissant des énergies, face à l'absence de visibilité budgétaire, avec effectivement la crainte que l'investissement des collectivités, qui est pourtant essentiel pour l'économie française, connaisse effectivement un frein dans les mois et les années à venir. L'État fait pourtant beaucoup face à cette crise énergétique. Je rappelle l'augmentation de la DGF, ce qui n'avait pas été le cas depuis 13 ans, qui a été acté dans notre projet de loi de finances, 320 millions d'euros, un filet de sécurité 430 millions, un bouclier tarifaire. Sur l'investissement, les enveloppes DETR et DSIL qui n'ont jamais été aussi hautes, je dirais. La création d'un fonds vert pour 2 milliards d'euros. La question que je me pose, c'est comment est-ce que les élus locaux, et sans avoir de vision péjorative, s'approprient ces dispositifs? Est-ce qu'aujourd'hui, les services de l'État déconcentrés sont en capacité à informer suffisamment, face parfois à des modalités complexes? Quel est aujourd'hui l'état des lieux que vous pourriez nous dresser sur l'appropriation de ces divers dispositifs et la vision qu'en ont les élus locaux? De la même façon, et peut-être le côté psychologique, comme le disait David Valence, est important aujourd'hui, nous avons des générations d'élus. Les renouvellements des conseils municipaux ont eu lieu en 2020, pleine crise sanitaire, très difficile le début de mandat, notamment quand on est nouvellement élu et qu'on doit s'approprier toute la difficulté de la fonction. Et puis depuis, les formes de crise se succèdent. Donc quel est aujourd'hui, même si c'est difficilement quantifiable, quel est le moral des élus locaux et quel sens ils donnent à leur engagement face à ces difficultés, face aux concitoyens qui ont aussi une évolution de notre société, qui sont de plus en plus demandeurs de comptes et de demandes vis-à-vis des élus locaux. Voilà, donc les deux questions, et je voulais vous remercier également de vos propos liminaires, parce qu'effectivement, ils ont le mérite d'être très concrets et de nous mettre face aux réalités, face à ce qu'on peut voter ici, et ce que vous vivez, vous, sur les territoires, face aux propositions et aux votes que l'on peut émettre. Voilà, merci à vous. Merci. Lionel Perron. C'était pas du tout.
Monsieur le Président, donc Lionel Royer-Perrault, député des Bouches-du-Rhône et ancien maire d'arrondissement. Un statut un peu particulier, une sorte de maire Canada Dry. On nous appelle Monsieur le maire, mais on n'a pas tous les pouvoirs du maire. Ceci étant, je souhaitais vous poser une question plus précisément sur la mission qui nous a été confiée avec mon collègue Alexandre Vincendé sur les polices municipales. Et notamment voir avec vous quelles étaient les attentes que vous pouviez exprimer, parce que on a parlé des enjeux de transition énergétique, on a parlé évidemment des problématiques financières et budgétaires que les collectivités peuvent être confrontées, mais il me semble aussi que l'enjeu sécuritaire est un vrai sujet dans nos territoires. Donc comment vous voyez l'évolution des polices municipales, comment vous voyez le continuum police municipale, police nationale, les enjeux de formation, aussi les enjeux de fidélisation, puisque je crois qu'on est tous confrontés au fait que on a des policiers municipaux qu'on a quelquefois du mal à fidéliser sur nos territoires. Bref, avoir une vision assez complète de ces polices municipales, ça serait appréciable. Merci. Merci. Pour finir ce tour, Christine Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à messieurs les maires. Ce matin, donc, on avait une réunion, effectivement, avec une audition de la Cour des comptes sur le fascicule 2. Et un de leurs propos, me semble-t-il majeur, ça a été de mettre en lumière l'hétérogénéité des situations au sein de chaque catégorie. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de comparer les catégories de collectivités, mais bien au sein de la catégorie, par exemple, Ville-de-France. Est-ce que vous la constatez? Et si oui, dans quelle mesure? Ce qui signifie donc des politiques ciblées, parce que, voilà, moi, je suis aussi dans une communauté d'agglo où le taux d'épargne, par exemple, au 31 décembre 2021, allait de 0 à 28%, ce qui laisse une fourchette assez large. Et donc, du coup, est-ce que vous avez réfléchi à ça en termes de ciblage? Parce que si cette situation est exacte, et je pense qu'elle l'est pour toutes les collectivités, ça veut dire que nous, législateurs, on doit de plus en plus réfléchir à des outils ciblés, ce qui voilà, est compliqué parce qu'il faudra trouver les bons indicateurs pour répondre à cette problématique. Et je vais m'excuser parce que je vais peut-être devoir vous quitter avant d'avoir ma réponse, mais je lirai le compte-rendu. Et puis vous dire que je me suis moi aussi opposée à l'amendement hier soir en séance et voté contre cet amendement qui visait à revenir sur une disposition que j'avais moi-même fait voter il y a quelques années de ça. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la richesse de vos questions. Alors je vais peut-être commencer par répondre à la question du moral des élus locaux. Les élus locaux, ils sont pour le moins inquiets, pour le plus désabusés. Inquiets parce qu'on n'a pas une vision claire de là où on va. Alors c'est difficile d'avoir une vision claire quand on succède, enfin quand on enchaîne les crises, quelles qu'elles soient. Mais là, on ne sait pas quelle est la trajectoire et vers où on veut nous emmener. Et on constate qu'au gré des réformes, et notamment celles sur la fiscalité, qu'on déconnecte le lien entre fiscalité et territoire. On l'a vu avec la suppression de la taxe d'habitation, on le voit avec la suppression de la CVAE. On va peut-être le voir demain avec la réforme de l'IFER, puisqu'il y a les opérateurs de réseau qui demandent à ce que cette imposition qui est versée aux collectivités, intercommunalités, départements puisse être revue pour venir en soutien financier aux opérateurs, notamment dans le déploiement complémentaire du très haut débit. C'est une demande d'Orange de dire moi je veux qu'on confie l'IFER et je l'investirai dans les zones qui en ont besoin, ce qui peut s'entendre clairement. Mais ce qui veut dire, puis oui, je passais le versement mobilité qui régulièrement revient sur la sellette. C'est un petit peu dangereux ça parce que même si je prends l'IFER, vous savez, une collectivité, quand on parle d'implantation d'éoliennes, sujet hautement polémique, ou de parcs photovoltaïques, forcément, derrière, on sait que derrière ce projet, il y aura un intéressement, entre guillemets, au territoire parce qu'il y aura une perception fiscale. Et dans une situation comme celle que connaît le pays, où on a besoin de produire de l'énergie renouvelable, il faut faire attention sur des sujets qui créent de la tension localement, à qu'on ne déconnecte pas totalement l'intéressement quand même du territoire à la réception d'équipements de production énergétique qui peuvent être quelquefois pas admis et sur lesquels il faut mouiller sa chemise pour expliquer, pour
Alors, ils ne sont pas toujours pertinents, hein, je ne dis pas qu'ils sont tous bons et qu'il faut tous les défendre, mais on sait qu'on a besoin de contribuer à cet enjeu national. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos recettes, fiscales budgétaires, on a maintenant beaucoup de compensations, beaucoup de dotations et peu de recettes vraiment issues du territoire. Ce qui, je ne vais pas dire ce qui désabuse ou qui démotive les élus, mais qui contribue à donner moins d'incarnation territoriale à la politique qui est faite localement et à son financement. Et, quand vous disiez tout à l'heure, peut-être que les députés seront mis en cause parce qu'ils ont laissé passer la revalorisation des bases. C'est le maire, hein, les gens, quand ils reçoivent les citoyens, les contribuables, quand ils reçoivent leur feuille d'impôt, ils voient la ligne commune, la ligne intercommunalité. Ils vont pas voir le député. Hein, ils disent la commune, elle a augmenté, même quand on les augmente pas. Ils disent mais c'est quoi? Nous on reçoit des mails, tout ça. Ouais. Ils regardent le montant, mais ils voient bien. Et donc à chaque fois qu'ils ont une question, légitimement, ils vont demander au maire. Et c'est le sujet de l'intercommunalité aussi tout à l'heure. L'intercommunalité, c'est un bel outil qu'il faut promouvoir et qu'il faut défendre. On le fait, mais rarement le citoyen, il va se plaindre au président de l'interco. C'est devenu trop complexe, c'est pas qui fait quoi. Donc, il va voir son maire et puis c'est bien, je veux dire, c'est bien comme ça. Sur comment faire pour booster l'investissement public et comment tenir des engagements, notamment sur la transition écologique. Il y a un outil qui a été mis en place l'année dernière qui s'appelle le contrat de relance et de transition écologique, qui a été signé à l'échelle des intercos, qu'on nous a demandé de faire assez rapidement en faisant un projet de territoire, en prévoyant une sorte de pluriannualité de nos projets et de nos investissements, très vertueux, qui correspondait à la demande d'ailleurs de nombre d'élus, notamment intercommunaux. Et puis c'est plus facile, je vais dire, c'est plus confortable que de se dire, eh bien voilà, avec l'État, on a partagé nos projets, on a communiqué sur l'enjeu de nos territoires, sur nos priorités, et puis on se dit ce qu'on va faire cette année, l'année suivante, tout ça. Mais il n'y a pas d'engagement de l'État sur les financements. On fait des colonnes, on met quelques noms, des ETR, des CIL, et puis l'État vous dit, bon, bah, il n'y a pas d'engagement. Hein. Moi, ok, je prends acte de vos projets, mais je ne vous garantis pas que je les financerai. Je vais m'engager pour cette année, mais je n'irai pas au-delà. Alors c'est peut-être cet outil-là, sans en réinventer un autre, qu'il faut utiliser, sortir du placard, parce qu'on les a signés, on les a rangés, et personne ne les ressort aujourd'hui. On l'avait fait dans le cadre de la relance. La transition écologique, on l'avait affichée, mais ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était la relance, qu'on se disait au lendemain du Covid, nos entreprises vont peut-être manquer de commandes. Peut-être que maintenant, il faut dire la relance, c'est fini, mais on passe à la transition écologique, et on s'engage, par contre, les uns et les autres. C'est-à-dire on a une vision pluriannuelle des investissements et des soutiens de l'État aux collectivités. Il y a l'annualité budgétaire, principe évidemment, qui serait pas remis en cause, mais on peut, je pense, concilier l'annualité budgétaire et l'engagement de l'État sur un soutien pluriannuel. Et là, il y aura une vision, et pour les communes et les intercommunalités, ce sera déjà plus facile de prévoir les orientations budgétaires et les budgets à venir si on a un engagement solidaire, conjoint de nos partenaires sur les opérations qu'on peut prioriser en transition écologique. Il y a une inquiétude là qui se fait sur le fonds vert et où il se dit de manière quasi unanime, on ne va pas faire d'appel à projet. C'était une demande de beaucoup de collectivités de dire arrêtez les appels à projet parce que les grosses, on y arrive, les petits ne peuvent pas y arriver. Mais sur une sorte d'évaluation ou de critérisation des investissements pour pouvoir axer les financements qui pourraient être sollicités sur ces opérations-là. Je crois que rapidement, il faudra éclaircir ça. Est-ce que les projets consommés sont cotés, avec un A, B, C, D en fonction de leur impact vertueux ou pas, ou vert à rouge? Et si oui, qui le fait et comment? Parce que s'il faut refaire appel à des cabinets d'études pour labelliser, critériser un projet, qui ont dit il n'y a plus d'appel à projet, mais vous ne pouvez pas faire vous-même, il faut consulter, il faut prendre un truc, il ne faudrait pas que la parade soit trop lourde à supporter et décourage encore nos élus qui réclament de la simplicité dans les dispositifs pour avoir de l'efficacité. Sur les polices municipales, clairement, c'est un enjeu de tous les territoires aujourd'hui, la modernisation, le renfort des effectifs. On est tous en train d'augmenter nos effectifs avec des polices municipales qui deviennent de plus en plus en complément des polices nationales, mais quasiment sur les mêmes missions. On se rapproche, sauf les missions d'enquête, mais on est en renfort permanent et en appui permanent de l'action des polices nationales
avec nos polices municipales, des problèmes de recrutement, vous l'avez dit, de formation par le CNFPT aussi qui peine à suivre et à répondre aux besoins de formation, de fidélisation et d'harmonisation des rémunérations. Il y a le sujet du statut d'OPJ qui a été évoqué par le passé, parce qu'aujourd'hui, nos policiers municipaux sont des officiers de police judiciaire adjoints, mais pas des officiers de police judiciaire. Donc il y a tout un tas d'opérations qu'ils ne peuvent pas mener. Ils arrêtent une voiture avec quelqu'un qui manifestement est ivre. On ne peut pas faire l'alcotest de notre propre volonté. Il faut appeler le commissariat, avoir l'OPJ de permanence, lui demander l'autorisation de pouvoir soumettre à la détection de l'alcoolémie ou de stupéfiants la personne qui est devant nous. Donc ça, évidemment, immobilise l'automobiliste un moment, le temps qu'on ait l'OPJ en ligne. Et souvent, ce qu'on nous oppose, c'est que si on passe d'OPJ adjoint à OPJ de plein exercice, ça veut dire qu'on transmettrait en gros la responsabilité des policiers municipaux sous l'autorité de la procureure et non plus sous l'autorité du maire. Après, le maire, il a ses pouvoirs de police par délégation de l'État sous contrôle de la procureure et du préfet en fonction des compétences. Donc, moi, il n'y a rien, je trouve, de choquant en fait qu'on dise que nos policiers municipaux soient sous l'autorité de la procureure. Si ça peut simplifier et renforcer l'efficacité, je pense que les syndicats de police municipaux demandent d'avoir ce statut d'OPJ. Je pense qu'il va falloir quand même trouver la solution juridique pour y passer. Je ne dis pas à faire les pouvoirs d'enquête, mais au moins faire les premiers éléments qui permettent de libérer aussi la police nationale de choses où elle n'est pas forcément utile parce qu'elle est occupée par ailleurs. Sur le sujet des gares, c'est vrai que l'organisation de la SNCF et de ses ramifications est assez complexe, pas dire assez terrible, j'allais dire. On le voit dans les politiques Action Cœur de Ville, on a souvent des quartiers gares. Quand on fait les réunions, il y a de multiples interlocuteurs qui changent régulièrement. C'est très difficile de pouvoir avancer sur les dossiers avec la SNCF, même s'il y a une volonté, souvent il y a quand même une complexité. Dès que vous voulez faire des études d'aménagement, il y a un monopole, c'est-à-dire que c'est la SNCF qui va faire l'étude, qui vous fait le chiffrage, qui vous dit 7 ans, et puis après peut-être je vous dirai oui ou non en fonction du résultat de l'étude que je vous aurai facturé. On parle de centaines de milliers d'euros. Moi je connais assez bien le sujet là-dessus. Il y a un problème de valeur du patrimoine de la SNCF. Souvent, quand on a besoin de racheter des hangars Cernam, des choses comme ça, on n'est vraiment pas en phase avec la valeur du marché, entre leur estimation et la valeur du marché. Pourquoi ? Je pense que foncièrement, c'est parce que la SNCF est lourdement endettée, qu'elle a adossé son endettement à un actif qui est surestimé, et qu'à chaque fois qu'elle vend au prix du marché un actif qu'elle a de manière surestimée dans ses comptes, elle a une perte financière, et que du coup, ils rechignent à vendre leurs actifs pour pas afficher des pertes supplémentaires et pas démontrer qu'ils ont surestimé leurs actifs immobiliers. Voilà, donc il y a un vrai sujet là-dessus, parce qu'aujourd'hui, entre le moment où vous rentrez en liaison avec la SNCF et vous devenez propriétaire d'un bâtiment SNCF, c'est entre 7 et 10 ans, dans le meilleur des cas. Enfin, 7 ans, le meilleur des cas, 10 ans, la règle générale. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais parce que Jean-François Debat va faire la partie finance peut-être plus dans le détail. Merci. Alors, juste un mot vraiment en complément sur le sujet police municipale et gare. Police municipale, moi je ne retire pas ce qu'a dit Gilles. Je dis simplement, nous on est d'accord pour assurer le continuum de sécurité, mais pas pour faire le boulot de la police nationale. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que nos conventions de coopération, si elles sont réalisées dans un bon état d'esprit, il n'y a jamais de problème, en tout cas avec les chefs. En revanche, dans les modalités d'application, nous ne voulons pas que cela se traduise par le fait. Il y a un problème, on envoie la municipale d'abord et on verra si la police nationale se déplace, quand bien même nous sommes sur des violences de voie publique. Bagarre entre marginaux, on envoie la PM d'abord, si quelqu'un appelle la police. Donc le sujet, ça veut dire quand même qu'il y a un sujet d'organisation des missions, parce que la police municipale n'est pas là pour être un substitut à la police nationale, mais un complément. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc nous, je voulais juste dire cela, ça fait partie de nos lignes d'arbitrage fin, parce qu'il y a des missions pour lesquelles la police nationale ne fera jamais, et d'ailleurs qu'elle n'a pas à faire. Et nous, nos agents, ils sont d'abord là pour faire ça et assurer effectivement un continuum. Donc il y a forcément des endroits qui se recouvrent, il y a des bons usages de patrouille, enfin tout ceci.
on reste attentif néanmoins au fait que les uns ne viennent pas couvrir finalement les autres, donc y compris dans les modalités d'emploi et d'engagement. Il faut conserver quand même un équilibre. Sur la question des gares, au-delà de la question du patrimoine, il y a la question de la vie des gares et de leur évolution interne. Je pense que vous évoquiez aussi cela. Je n'ai pas répondu sur la gouvernance aussi. On a vu ce que sont devenues les grandes gares dans les cœurs de métropole, qu'un certain nombre n'imaginaient pas il y a 20 ans. Il n'y a aucune raison que, sans atteindre cette densité et cette intensité d'usage, il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas vers une évolution de l'intensité d'usage des bâtiments-gares, pour en faire des lieux de vie plus importants. Et dans cette mesure-là, oui, la question de la vie autour des gares, voire des activités qui pourraient s'y développer, nécessiterait qu'il puisse y avoir, sans qu'il y ait forcément besoin d'un texte de loi, ni même d'ailleurs d'un décret, mais une orientation de travail qui amène à ce que les maires, les villes soient obligatoirement autour de la table pour travailler, étudier de concert aux projets qui peuvent être des projets de dynamisation de bâtiments-gares, même si toutes n'ont pas les volumes non plus à réorienter, qui peuvent être celles des gares de grandes villes. Mais c'est un sujet, effectivement, avec l'extension souhaitée, en tout cas, suite au rapport Roland-Mouchel-Blaiseau, des périmètres d'action cœur de ville au secteur des gares et aux entrées de ville. Dans les secteurs des gares, oui, il y a ces sujets-là qui peuvent se poser, et nous souhaitons être associés en amont. Sur les questions de finances, je comprends... j'ai eu l'occasion de discuter avec le premier président de la Cour des comptes, comme avec le ministre du Budget, que nous avons rencontré il y a quelques semaines maintenant, une dizaine de semaines. La situation fin 2021 était bonne. Voilà. Le problème pour nous, ce n'est pas la trésorerie, c'est le budget. Je réponds à la question. Oui, il y a de la... Mais le sujet, ce n'est pas la trésorerie. On n'a pas de problème de fin de mois, on a des problèmes de fin d'année, des problèmes de budget. Et donc, la situation de trésorerie des collectivités peut rester, et il vaut mieux qu'elle reste satisfaisante. Ça ne veut pas dire pour autant que cela peut servir à financer dans la durée des charges de fonctionnement supplémentaires, sans obérer pour autant notre impact sur l'investissement. Il y a là quelque chose qui n'est pas du même ordre. Deuxième élément, nous ne sommes pas sur on n'est pas sur, on va dire, des bâtiments qui transportent, on va dire, on n'est pas sur des très gros bateaux qui transportent du pétrole ou compagnie, et où il faut 15 km pour tourner. Mais il nous faut quand même du temps pour décélérer. Donc ça ne va pas se voir tout de suite. Au compte 2022, je vous l'annonce, vous verrez que le budget d'investissement des collectivités n'aura pas baissé. Parce que simplement, même si on met le coup de frein maintenant, en 2023 et en inscription 2023, en DOB 2023, vous ne verrez pas un impact de cette nature. Simplement, une fois qu'on aura décéléré, on met aussi longtemps pour réaccélérer. Et aujourd'hui, il y a des éléments qui vont conduire à, je dirais, presque naturellement, conduire à repousser des opérations. C'est le niveau de sortie des marchés publics. Nous sortons aujourd'hui sur des marchés publics, sur des évolutions de 40% par rapport à il y a quelques mois, qui, on rencontre la Fédération du bâtiment aussi, qui sont même au-delà de l'impact légitime. On ne s'attend pas à ce que ça soit rien, mais quand vous regardez leur structure de coûts, et que la moitié c'est la ressource humaine, ils n'ont pas augmenté de 40% et tout n'a pas augmenté de 80%. Donc nous avons des sujets. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous le dis, sur certains sujets, on va être infructueux. Donc au budget, on aura inscrit les 2,5 millions pour rénover l'école. Si elle sort à 3,5 millions, ben, au lieu d'en engager 2, on n'en engagera qu'une. Donc au budget 2023, vous verrez les 5 millions. Et en engagement 2023, vous verrez 3,5 millions, une fois, et pas 2. Et donc la diminution de budget ne va pas se faire parce que nous allons, je dis comme ça, limiter. Ce qu'on va faire déjà, c'est limiter, vous savez qu'on est en année 3 du mandat. Les années 3 de mandat sont plutôt des années d'augmentation d'investissement. Donc ce que nous allons faire, ce qui va se faire, mais mécaniquement, et il y a dans ce que je dis ni chantage ni menace, il y a un fait. C'est comme ça que ça va se passer.
C'est comme ça que c'est en train de se passer, avec éventuellement des situations un peu différentes suivant les collectivités. Je l'accorde tout à fait. Mais globalement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que nous allons avoir un ralentissement des engagements cette année qui ne se traduiront pas en inscription budgétaire dès cette année. On va commencer à réguler. On va finir les opérations. On va regarder finalement ce qui doit absolument être terminé avant la fin du mandat pour tenir une stratégie budgétaire. Alors, l'histoire capacité de désendettement. Oui, parce que les chiffres que j'évoquais tout à l'heure pour ma ville, ça veut dire une baisse de 40%, entre 40 et 50%, 40 au moins, de la CAF, la capacité d'autofinancement. Donc, mécaniquement, si vous augmentez 2 années comme ça, avec une CAF baissée de, sinon 40, au moins 25%, et que par ailleurs, vous empruntez, je dirais, 7 millions de plus, à la fin, vous allez très vite tangenter des ratios qui, s'ils ne sont pas, on va dire, inscrits dans le marbre, hein, pas plus que les 3% de déficit n'étaient inscrits dans le marbre des traités européens, nous allons très vite nous rapprocher d'indicateurs d'alerte qui n'ont pas un caractère bloquant en eux-mêmes, ils ont un caractère d'alerte, tout simplement parce que derrière, ils se traduisent par des impacts sur notre capacité à rembourser la dette. Alors, on peut discuter d'indicateurs, on peut discuter des budgétisations partielles ou de sortir de ces indicateurs un certain nombre d'investissements. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai été 12 ans vice-président de la 2e région de France, vice-président aux finances, que le problème de la dette, ce n'est pas le montant de la dette, c'est la capacité à la rembourser. Donc, c'est la question de la dynamique des recettes. Et que nous devons, quand bien même on débudgétise, parce qu'on pourrait débudgétiser pour sortir, si on passait par des opérateurs sous forme de SPL, on pourrait sortir ça de nos ratios, etc. Il n'en reste pas moins que ce que vous ne payez pas en emprunt, vous le payez en loyer. Et donc l'enjeu, c'est bien quand même celui, on peut jouer sur des marges. On peut, hein, il n'y a pas de... Mais on ne peut pas, on ne pourra pas renverser totalement cette logique, puisque, comme vous le savez, les collectivités ne peuvent pas, par ailleurs, voter des budgets en déséquilibre. Et quand bien même nous nous rapprocherions de ce déséquilibre, très vite, nous serions rattrapés par nos propres réalités budgétaires. Est-ce que, dans ce contexte, les évolutions, les sujets d'investissement de l'État peuvent être un palliatif très partiel? Le fonds vert, le milliard et demi, il est passé à 2, il est alimenté sur des ressources qui ne viennent pas du budget de l'État. D'accord ? Donc on prend un peu d'argent des collectivités pour le remettre dans le fonds vert. À l'intérieur de ce fonds vert, il y a 650 millions qui étaient liés à la fin, par exemple. Il y a quand même... le fonds friche s'arrêtait. Alors, c'est pas... Enfin, personne n'imaginait qu'il soit à 0. C'est à l'intérieur du fonds vert. Ça veut dire qu'au total, ça sera bienvenu d'avoir l'équivalent sur une année ou 2 années d'1 milliard ou 1 milliard de plus à peu près, en réalité, quand on regarde ce qui existait déjà, de soutien en investissement aux collectivités territoriales, toutes confondues. Je rappelle que quand même, l'emprunt annuel des collectivités territoriales, c'est 20 milliards. L'emprunt seulement, et l'investissement, c'est bien plus. Donc ça signifie que ça pourra avoir un effet de levier sur le maintien de certaines opérations, mais certainement pas un effet de soutien à l'investissement public global. La DSIL est dans ma ville, parce qu'il y a aussi des réalités... voilà, on regarde aussi comment les préfets, ce qui est légitime, on regarde comment on peut en mettre un peu partout, y compris sur des plus petits projets de plus petites communes qui ont moins d'impact en termes de volume budgétaire, mais qui correspondent à des logiques d'aménagement local. Voilà, sur un budget d'investissement cette année de 16 à 17 millions d'euros, j'ai 700 000 euros de DSIL. Alors c'est bienvenu si vous voulez, mais ça pourrait doubler, ça ne changera pas dans les grandes largeurs la donne, dès lors que par définition ce n'est pas une recette qui est certaine, elle est affectée à des dossiers et elle est rediscutée annuellement, et quand bien même elle aurait un certain degré de certitude, si j'ose dire, elle sera très vite, par rapport aux chiffres que j'évoquais, elle sera très vite insuffisante pour soutenir globalement l'investissement au niveau auquel on peut l'imaginer. Et finalement, c'est le mécanisme qui est en route. Et les seuls éléments qui peuvent permettre de maintenir le rythme prévisible des investissements, c'est davantage de visibilité et de certitude sur les 2 ans qui viennent en ce qui concerne l'évolution de nos recettes de fonctionnement. Moi, je vous le dis très tranquillement, je l'avais dit sous les gouvernements précédents, et
moi, comme maire et président d'Aglo, je ne suis pas demandeur de subventions d'investissement, sauf sur des sujets très ciblés, etc. Laissez-nous nos recettes. C'est les recettes qui sont la donne principale. Les collectivités avec un certain budget, une certaine capacité d'investissement, vivent pas leur projet seulement sur la question du niveau de subvention qui peut leur être apporté. Dans des communes rurales, vous le savez toutes et tous, il n'est pas rare que des projets bénéficient de 50, 60, voire plus % de subventions publiques. Nous n'en avons aucun qui a ça. Aucun. Donc, dans aucune manière, les niveaux d'investissement, de soutien en investissement ne peut être en lui-même un déterminant suffisant pour maintenir ou décider d'un investissement. Et c'est la raison pour laquelle nous plaidons sur la question de la structure de nos recettes de fonctionnement, même si, bien sûr, le fonds vert est une bonne chose. Et on espère qu'il va nous permettre de réaliser un certain nombre de projets dans des conditions pas trop compliquées et avec suffisamment qui pourra nous permettre de limiter les dégâts, si j'ose dire. Mais aujourd'hui, je mentirais si je vous disais que je ne vous confirme pas que je pense que nous allons vers cet étalement, cet affaiblissement de l'investissement de manière quasi mécanique, si nous ne retrouvons pas davantage de visibilité. Et puis bon, sur les sujets d'intercommunalité que vous avez évoqués, Monsieur le Président, la question j'ai lu effectivement le rapport comme vous de la Cour des comptes sur ce point. Nous n'avons pas eu l'occasion, je crois, d'en discuter, donc je livre un sentiment personnel à la lecture. Il me paraît prendre en compte le fonctionnement des EPCI d'une manière externe. C'est-à-dire, la question, c'est de savoir à quel moment on a fait le projet d'intercommunalité. Voilà. À quel moment on a voté le pacte financier fiscal et de solidarité. La réalité du fonctionnement de nos EPCI, communautés d'agglomération, ne s'arrête pas à l'approbation de ces plans et de ces projets. Il faut qu'ils existent, naturellement, et il n'en existe pas qui n'en est pas. L'enjeu, c'est effectivement de regarder comment nos communautés d'agglomération, au vu de leur territoire, se concentrent sur ce qui est essentiel pour ce territoire. Nous avons décidé, grande communauté d'agglomération, 74 communes, ce n'est pas du tout la même réalité que celle que connaît Gilles dans son agglo, c'est pour ça que je l'évoque. On s'occupe des politiques structurantes et du soutien aux maires pour maintenir les services publics locaux, c'est-à-dire l'accompagnement juridique, le soutien sur les marchés, etc., etc. Et on ne s'occupe pas de la gestion de la proximité, ni de la petite enfance, ni de la gestion. On a été obligé de prendre l'assainissement, mais on ne gère plus la voirie. Voilà, parce que nous ne sommes pas outillés pour. Dans d'autres projets de territoire, avec des agglomérations plus compactes, plus intégrées, avec des communes peut-être en moyenne un peu plus élevées, peut-être que la question équilibre entre investissement, politique structurante et services n'est pas exactement le même. Que le degré d'intégration, du coup, ne peut pas être exactement le même. Nous nous concentrons sur politique de l'habitat, politique des mobilités, développement économique, énergie renouvelable, aménagement de l'espace et plan d'équipement territorial pour les territoires. Et ça dépend des tailles de collectivités. Les évolutions ont conduit à ce qu'il n'y ait plus un seul modèle de communauté d'agglomération, mais il ne peut pas y avoir un seul modèle de gestion de compétences. Et du coup, il est très difficile d'avoir un diagnostic global sur ce que font les communautés d'agglomération ou les EPCI. Là, j'exprime un avis personnel, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de débattre de ce point. Je reviens sur le budget 2023, les orientations budgétaires qui commencent aujourd'hui, les débats d'orientation budgétaire dans les collectivités. Moi, je pense qu'au budget 2023 des collectivités, communes, interco, vous allez avoir une augmentation des investissements, parce qu'il y a la nécessité de faire des économies de fonctionnement, et que donc toutes les collectivités qui n'ont pas encore leur éclairage public LED, ils vont mettre le paquet dessus. Aujourd'hui, la moyenne nationale, ça va être 18% de l'éclairage public national qui est en LED. On sait que c'est un moyen très rapide de baisser fortement les consommations et donc la facture énergétique. Qu'on va réactionner l'endettement parce que Jean-François donnait son exemple tout à l'heure de désendettement. Moi, j'ai le même. On a regagné des capacités de pouvoir se rendetter, même si les taux ont augmenté, mais comme l'inflation est encore forte, le taux il reste aujourd'hui
acceptable, même s'il faut voir après dans la durée. Et comme on est au milieu de mandat, on va se dire qu'il faut y aller maintenant. Et il y a le fonds vert de 2 milliards, donc il faut faire les investissements, avoir des subventions, quitte à faire moins en 2024, 2025 et 2026. Et je pense qu'on est tous en train de partir sur cette trajectoire-là. Moi, j'ai un montant d'investissement pour l'année prochaine qui est bien plus important. J'ai voté les orientations budgétaires hier soir que ce que j'avais au budget de cette année. Je ne suis pas sûr de l'exécuter en totalité. Je suis même sûr de finir l'année 2023 avec, je pense, un niveau d'exécution qui va être tourné autour de 60%, pas plus, parce que à l'ouverture des plis, on a des augmentations qui sont conséquentes. Sur les bâtiments, on est vraiment à 30, 40, 50%. Ça n'a rien à voir avec les 6-7 dont on parle en moyenne générale. Sur le bâtiment, un peu moins sur les travaux publics en eux-mêmes, les tranchées, les réseaux, les voiries, on est plutôt à 10-15. Bon, sur les bâtiments, on construisait un hangar pour stocker les avions, ranger des avions, et il est estimé à 1 million, on l'attribue à 1,6 million. Voilà, donc on est à 60%. Et donc un niveau d'exécution, je pense qu'il sera faible, parce qu'on a aussi des entreprises qui ne répondent pas. Là, j'ai 2 lots toiture où on a zéro réponse, parce qu'elles sont surchargées de travail. Donc je pense que les inscriptions budgétaires vont être fortes en prévision, que le niveau d'exécution sera beaucoup plus faible à la fin de l'année 2023, qu'il y aura donc encore un effet sur 2024, parce qu'il y aura du report, du coup, de la réinscription. Mais 2025-2026, on aura monté nos niveaux d'endettement, on n'aura plus de capacité. Par contre, on aura l'espoir, et j'espère qu'on va l'atteindre, d'avoir réduit un peu nos consommations énergétiques, peut-être pas les factures, parce que du coup, le prix a augmenté, ça nous aura mangé la marge, mais on aura fait des investissements, et le fonds vert, il va être mangé très rapidement. Alors, il y a la question des crédits de paiement sur l'inscription budgétaire qui ne sont pas à la hauteur de l'autorisation de programme. Je ne sais pas si c'était révisé, mais il y a un petit delta quand même. Et donc, je pense que s'il n'y a pas d'appel à projet, que c'est premier arrivé, premier servi, ça va être vite affecté. Tout à l'heure, il y avait une question sur la multiplicité des systèmes de financement, des ETR, des CIL, tout ça, et sur est-ce que c'était lisible. Je dirais que la question, elle n'est pas trop là, parce qu'en fait, une commune, quand elle a besoin de financement, plus les communes rurales, parce que nous, on a moins c'est moins prédominant chez nous, mais elle va avoir son secrétaire général de la préfecture ou le sous-préfet ou le préfet, et c'est eux qui orientent vers les fonds qui sont les plus adaptés, les plus disponibles. Du coup, la lisibilité, elle se fait par discussion entre le préfet et le maire concerné, donc c'est pas... La complexité, elle n'est pas forcément négative. Si je peux me permettre, je fais une image qui ne sera peut-être pas appréciée, mais qui est quand même la vérité. Lorsque le Parlement a voté sous le mandat précédent, la haute finance 2018, la fameuse réduction de loyer de solidarité sur les organismes d'HLM, qui a diminué d'1 milliard par an la capacité d'autofinancement de l'ensemble des organismes d'HLM en France. Nous avons dit à l'époque, ça va baisser la production de logements. On nous a dit, non, les fondamentaux sont bons, etc. Ça a mis 2 ans, parce qu'on a fini les opérations, et ça a baissé. L'effet prisme, l'effet paquebot, l'effet sur son air, il existe. Mais à la fin, si effectivement, alors une fois, il n'y a pas, personne ne dit, nous on veut que ça nous coûte 0 €, ça ne serait pas, c'est pas ça que nous sommes venus dire ici. Je dis simplement que nous ne noircissons pas le tableau, et l'impact derrière, sur l'investissement, il est quasiment inscrit dans ce qui va se passer entre maintenant, le projet de loi de finances, et finalement les premiers mois de l'année 2023. Parce qu'il est possible que si la situation économique redevient un peu plus favorable, que l'inflation, le rythme d'inflation baisse, il restera quand même encore fort sur 2023. La Banque de France l'annonçait plutôt en réduction sur 2024, avec un retour, je dirais, d'ici fin 2024 à une inflation de l'ordre de 2. Si on constate ces phénomènes-là, qu'on n'a pas d'effet nouveau, parce que l'année prochaine, le gouvernement, donc le Parlement et donc nous, si on reste à 6% d'inflation, l'évolution du point d'indice, on ne va pas s'en tenir aux 3,5 qui ont été votés au 1er juillet 2022, y compris parce que nos agents ont aussi... Et donc, quelque part, nous intégrons aussi le fait qu'on ne reviendra pas non plus au niveau de l'énergie, et souhaitable, j'en sais rien, mais au niveau de l'énergie de 2021. Donc, nous allons quand même avoir des facteurs je dirais, d'augmentation légitime de charges. Par ailleurs, il y a des politiques qui ne sont pas des politiques de transition et qui pourtant demandent à être développées. Nous investissons par exemple aujourd'hui sur le service public de la petite enfance avec la création de places dans nos villes quand elles sont en évolution démographique. Ce n'est pas gratuit, ni en investissement, mais surtout ni en fonctionnement. La loi Egalim, que nous soutenons par ailleurs, a des incidences assez fortes sur les coûts dans nos cantines.
parce que c'est... Mais encore une fois, pour des politiques de transition, on savait que ça allait coûter plus. Simplement, ça se rajoute aujourd'hui. Et donc, le cumul de tout ceci fait qu'effectivement, les inquiétudes que nous avons sur ce que j'ai exprimé sur l'investissement sont réelles. Et évidemment, elles sont... personne ne fait ça pour embêter le gouvernement ou la majorité. Et voilà, je ne vous dis pas ça pour... Non, mais la question est... ce sujet-là, vous ne l'avez pas évoqué, mais je le dis simplement, parce qu'il n'est pas dans le périmètre de notre travail républicain. On n'est pas là pour ça. Mais en revanche, il est clair que je ne crois pas que... Je souhaite me tromper, mais ce que nous vous avons dit, on n'est pas en train de bluffer. Voilà. Sur les cantines, on est très nombreux, on ne va pas répercuter l'augmentation. On va être soit à zéro, soit très très peu pour préserver nos populations. Donc on va manger encore nos marges. Oui, et juste peut-être, je trouve que la comparaison avec le logement et le logement social, je ne suis pas sûr qu'elle tienne complètement, parce que quand même dans l'effondrement du logement social, il y a beaucoup qui tient, un, au cycle électoral, deux, au permis de construire accordé ou pas. On sait que c'est un peu plus, un peu moins, peut-être un peu moins mécanique. J'avais une dernière demande peut-être de prise de parole. Edwige Diaz, vous vouliez aussi, Monsieur Molac, après? Alors Edwige Diaz et Paul Molac. Oui, merci Monsieur le Président. Merci, messieurs les présidents, pour votre présence. Moi, je tenais à vous féliciter pour votre élection, et je voulais aussi saluer le discours de vérité que vous nous avez tenu. Moi, je suis élue dans une circonscription rurale en Gironde, et les propos que vous avez tenus, ce sont les propos que j'entends tous les week-ends quand je rentre en circonscription. Donc, je voulais vous dire que le groupe auquel j'appartiens est très sensible aux questions que vous avez abordées, notamment aux difficultés financières rencontrées par les communes. Nous avons bien conscience que la situation économique et énergétique est tendue, et nous avons bien conscience aussi que l'absence de pérennité du périmètre de fiscalité est un problème. Moi, je salue la revalorisation du point d'indice. Bien sûr, c'est une mesure en faveur du pouvoir d'achat des fonctionnaires qui est bienvenue. Par contre, nous déplorons que les fonds qui vous sont alloués soient largement insuffisants pour compenser cette hausse du point d'indice. Et nous regrettons également que le gouvernement ait refusé d'indexer la DGF sur l'inflation. C'est vrai que mon groupe et d'autres groupes d'opposition avaient présenté des amendements en ce sens. Ils n'ont pas été retenus. J'espère qu'ils pourront l'être à l'avenir. Sachez également que nous vous soutenons dans votre proposition de ne pas supprimer la CVAE. Voilà, nous considérons qu'il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Bien sûr que des chefs d'entreprise seront satisfaits par cette décision, mais derrière, ce sont les communes qui vont être pénalisées. Donc moi, je voulais juste vous demander si vous aviez l'intention d'interpeller à nouveau le gouvernement sur la nécessité d'indexer la DGF sur l'inflation et sur la nécessité de vous revoir attribuer la CVAE, parce que nous pensons comme vous, c'est-à-dire que ce sont les investissements et au final le service public qui seront les premières victimes de ces décisions politiques. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Merci d'être là, effectivement. Alors, les petites villes, c'est ce qui structure notre territoire. Hein. Je veux dire, dans ma circonscription, ma plus grande ville fait 10 000 habitants. Donc, et je vois bien l'intérêt qu'il y a à avoir ces villes qui ont des fonctions de service évidents, privés ou publics. L'inquiétude, parce que je suis aussi conseiller régional, l'inquiétude, elle est palpable également, parce que le point d'indice d'une part, mais aussi les questions d'énergie font que toutes les collectivités locales regardent à leurs sous et commencent un peu à... On nous a déjà prévenu qu'il y a certains... il y a des budgets qui baisseront. Donc, et évidemment, ça va avoir des conséquences sur les investissements, puisque c'est là où on peut jouer le plus facilement. Sur l'enseignement supérieur, alors effectivement, on a bien identifié ça aussi, parce qu'on a ce type de problème, c'est-à-dire nos jeunes qui partent en ville et qui n'en reviennent pas forcément, et on essaye de développer avec nos lycées publics effectivement des partenariats avec nos et avoir des formations post-bac qui correspondent aux besoins qu'on a dans notre territoire. Alors nous, on est un territoire d'agroalimentaire, et avoir des choses post-bac. Alors c'est un peu compliqué parce que ça oblige finalement à partager le gâteau avec, même s'il y a eu
Bon, l'enseignement supérieur a beaucoup changé parce qu'à un moment donné, c'était juste dans les grandes villes. Ouais. On a eu les villes plutôt moyennes. Maintenant, on commence à voir les petites villes arriver. Et c'est là où il va falloir trouver une articulation avec l'ensemble. Et il y avait une chose, vous avez parlé des organisations des compétences, Monsieur Debat, c'est ça? Et qu'est-ce que vous entendez par plus de souplesse? Très bien, merci. On terminera sur ces questions. Alors, peut-être juste la partie fiscalité. Alors, à l'instar des autres associations d'élus, de maires en particulier, on a réitéré à multiples reprises notre demande d'indexation de la DGF sur l'inflation et de renoncement à la CVE. Pour être totalement honnête et transparent, sans plus beaucoup y croire, en fait, hein, ni à l'un ni à l'autre. Le combat suivant pour la CVE, c'est de négocier une compensation qui soit à la hauteur des enjeux et qui continue à garder une certaine dynamique territoriale. Je reviens à mon discours de départ, même si là on est du coup sur une CVAE dont il sera mis fin en 2 ans au lieu d'un an comme initialement prévu. Donc ça nous laisse peut-être un peu de temps pour affiner le modèle, mais malgré tout, il y a une vraie nécessité de discuter avec les représentants des collectivités pour trouver le système qui soit le moins mauvais possible et qu'on ne désintéresse pas encore une fois le territoire à son évolution économique. Je te laisse répondre, du coup, compléter. Je termine d'un mot sur les 2 sujets. J'ai le privilège d'avoir un peu d'ancienneté. Lorsque j'étais en cabinet ministériel à la fin du gouvernement Jospin, je discutais avec des collègues qui étaient à Bercy. Ils avaient un objectif: suppression de la taxe professionnelle, suppression de la TH, suppression de la taxe foncière, pour maîtriser les dépenses des collectivités locales. Ils ont présenté ça à tous les candidats à la présidentielle successifs. À la fin, en 20 ans, on n'a plus la TH, on n'a plus la taxe professionnelle. On parle maintenant de la suppression de principal impôt de compensation de la taxe professionnelle. Donc ma question, c'est quoi la contribution économique des entreprises à terme? Et là, nous sommes prêts à en discuter. C'est quoi la contribution des entreprises aux services publics locaux et au territoire? Il n'y a plus de TH. Et on commence à nous parler des très gros inconvénients de la taxe foncière en termes de répartition, etc. Nous nous alertons. Je ne dis pas que c'est un projet du gouvernement. Hein. Je ne dis pas que c'est un projet du gouvernement. Non, mais là, dans aucun de... Il n'y a pas de... Ce n'est pas un sujet que vous avez évoqué. Il n'est évoqué par personne. Mais je le dis quand même. Tous les impôts locaux finissent par être critiqués, comme par hasard, sur leur inégalité, leur poids, le fait qu'ils ne sont pas ciblés, le fait qu'ils ne ciblent pas le bon, etc. Et à la fin, ça se termine toujours de la même manière, sous tout gouvernement. Donc c'est pour ça que je le déconnecte. Mais je le dis néanmoins à la représentation nationale. Nous sommes attentifs à ce coup d'après administratif qui n'est pas dans vos têtes, qui n'est peut-être même pas dans celle des membres du gouvernement, mais qui existe et que nous avons vu sur les 20 dernières années se développer avec je dirais, une grande netteté. Voilà. Sur la question, qu'est-ce que j'évoquais? J'évoque le fait que, par exemple, dans mon agglomération, la petite enfance, elle était forcément intercommunale dans les territoires ruraux, parce que les crèches, la garderie, c'est pas communal. Donc dans les anciennes communautés de communes, c'était une compétence intercommunale et c'était parfaitement logique parce que dans les territoires ruraux, peu denses, la petite enfance, c'est forcément pas à l'échelle d'une commune. Dans les villes, nous, c'était communal. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déclaré d'intérêt communautaire les équipements en périphérie pour ne pas prendre la compétence petite enfance, parce que si on avait eu la compétence petite enfance, il aurait fallu exercer la compétence sur tout le territoire et aller après vers des conditions d'accès qui soient les mêmes partout, dans les mêmes conditions, etc. Donc nous, la question c'est, est-ce qu'à un moment donné, on continue de biaiser, ou est-ce qu'on nous dit, oui, dans certaines conditions, il pourra y avoir l'exercice de compétences qui soient différenciées sur le territoire et qui ne soient pas exercées de la même manière partout. Voilà, je prends cet exemple parce qu'il est assez représentatif finalement. Il y a des territoires et des communautés d'agglomération dans lesquelles c'est parfaitement pertinent de l'avoir de manière globale, et dans d'autres, pour nous, ça n'en a pas dans les XXL. Quand on a un bassin de 150 000 habitants où il y a 30 km du nord au sud avec des réalités, et qui pourtant a une cohérence parce que 80% des actifs travaillent sur la ville-centre, donc oui, la question se pose. Le PLU, ça fait des années que nous disons, moi sur une agglomération XXL, je suis très favorable au PLU intercommunal, mais pas à 74 communes.
Il y a 3 centres urbains sur lesquels il serait souhaitable de l'avoir. Les communes autour de la ville-centre, il y a des enjeux imbriqués, et 2 autres pôles dans lesquels il y a plusieurs communes qui forment un ensemble urbain de petites villes. Pour les autres, on n'a pas besoin de faire un PLU. Aujourd'hui, c'est tout ou c'est rien. Et nous disons, pourquoi on ne peut pas avoir des PLU intercommunaux de secteur, uniquement sur un secteur. Et ça fait partie de souplesse apportée à l'exercice des compétences. On en a plein comme ça, mais je voulais illustrer mon propos en ne remettant pas en cause, encore une fois, le fait que les textes qui sont bâtis correspondent à une sorte de vision. Simplement, la réalité des territoires, parfois des choix politiques, mais la réalité des territoires fait aussi qu'ils ne peuvent pas s'appliquer tous de la même manière, et qu'aujourd'hui, c'est cet élément-là de souplesse qui pourrait permettre de mieux adapter l'intercommunalité à la diversité des territoires, qu'ils soient urbains, périurbains ou ruraux. Voilà ce que je voulais dire en quelques minutes. Juste en conclusion très rapide, vous dire que croire que supprimer les impôts locaux, ça va réduire la dépense publique, c'est une erreur. C'est un peu la même erreur qu'on a fait en pensant qu'en réduisant le numerus clausus, on allait réduire les dépenses de la sécurité sociale. La conclusion positive qu'on veut faire à nos propos, c'est de dire qu'on pense fondamentalement et très sincèrement qu'il faut qu'on soit les uns et les autres tous dans la co-construction et l'intéressement aux politiques publiques, en fait. Qu'il faut que l'État travaille avec les collectivités, que les collectivités travaillent avec l'État, et qu'il ne faut pas qu'on soit dans la coercition et la punition. Parce que les fameux contrats de Cahors intégrés, c'est ça. En gros, on nous donne un objectif contraint, et on nous dit si vous ne l'atteignez pas, même si c'est collectif, mais après individuellement, on vous sanctionnera parce que vous aurez moins de subventions. C'est pas le bon moyen pour travailler. On est tous des gens de bon sens. Enfin, les élus sont des gens sérieux, qui sont engagés sur leur territoire, rigoureux, qui ont le souci de la dépense publique. Et quand je regarde, moi, les 5 derniers exercices de mes collectivités, à 4 reprises, on a été plus vertueux que les moins 0,5 de l'inflation, sauf une année. Mais donc, je veux dire, les choses, elles se font naturellement, et il n'y a pas besoin de nous mettre une épée de Damoclès, parce que ça rompt la confiance, en fait. Et aujourd'hui, dans notre pays, et nous, à l'échelle locale avec nos concitoyens, à l'échelle nationale entre le gouvernement, ses élus et les habitants, il y a besoin plutôt de recréer du lien. Voilà, on est tous favorables, enfin tous volontaires pour travailler dans ce sens-là. Il faut le faire intelligemment, et je pense qu'on peut être confiant sur le fait que les choses fonctionnent bien si chacun a confiance dans l'autre. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange passionnant, je trouve. On a couvert beaucoup de sujets. Il y en a peut-être un qui mériterait qu'on se revoie dans les prochains mois. C'est celui que vous aviez commencé à évoquer en disant sur la loi 3DS. On n'a peut-être pas été complètement au bout. Voilà, mais sur la question des champs de compétences, nouvelle étape de décentralisation ou pas, politique du logement, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je pense qu'il sera utile qu'on puisse poursuivre cet échange. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci.